j'ai fait de la recherche à l'INSERM il y a très longtemps, c'était au siècle dernier. Et donc, je m'y suis remise un peu bénévolement, un petit peu avant la Covid, par rapport à l'arrivée des 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons. Et donc, j'ai retravaillé sur la virologie, l'immunologie. Et donc, quand la Covid est arrivée, ben, j'étais prête à aborder le sujet d'un point de vue critique. Voilà. Donc, j'ai été dans les membres fondateurs du Conseil scientifique indépendant, donc qui a été créé justement pour aider, d'un point de vue scientifique, les médecins qui ont refusé l'injonction de ne pas soigner, donc qui faisait partie de la coordination santé libre. Et puis aussi, je participe aussi à l'EMSIB, donc Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, aussi depuis à peu près 2019. Voilà. Donc, sur la diapo suivante. Donc là, je vais vous donner quelques bases, mais alors vraiment très, très, très succinctes de biologie moléculaire. Ben, ça fait un grand mot pour comprendre d'où on part et jusqu'où on va. Voilà, la suivante. Alors déjà, j'ai emprunté pas mal de diapos, alors peut-être qu'on ne voit pas bien, mais je vais vous expliquer, à Christian Vélo, donc, qui est maître de conférence à l'université de Paris-Saclay, en génétique, hein, donc il avait fait une grande conférence là-dessus. Et moi, comme j'avoue que j'ai pas le logiciel pour faire tous les petits dessins, donc j'ai recopié quelques diapos. Voilà. Donc, alors déjà, la base de la biologie moléculaire, c'est que notre code génétique, il est inscrit dans l'ADN, donc il se trouve dans le noyau des cellules. Et cet ADN, il va être transcrit, c'est-à-dire il va être recopié comme en miroir en ARN. Là, c'est la deuxième ligne du bas, avec les petites vagues bleues. Et ensuite, cet ARN, il va sortir du noyau et dans le cytoplasme de la cellule, c'est-à-dire autour du noyau, il va être traduit, c'est le mot qu'on emploie, en protéines. Donc la protéine, c'est le petit collier avec les petites boules. Voilà. Donc il faut se rappeler, ADN dans le noyau, qui est transcrit en ARN, qui sort du noyau et qui est traduit en protéines. Voilà. La suivante. Alors, on va parler des différents types de virus très rapidement. Donc la suivante. Donc un virus, c'est un parasite complet, c'est-à-dire qu'il a besoin absolument d'une cellule vivante pour vivre, enfin, se multiplier et exprimer ses protéines. Voilà. Il peut rien faire tout seul. Il est formé d'un acide nucléique, donc ça peut être soit de l'ADN, soit de l'ARN. Alors c'est ce que vous avez au milieu, les espèces de petits colliers là qui sont en brun. Et il est formé aussi de protéines qui s'assemblent spontanément pour former une nucléocapside, c'est-à-dire entourer, protéger ce matériel génétique. Et ensuite, il est enveloppé ou non d'une membrane. Là, ce qui est dessiné, c'est un virus avec une membrane, et sur la membrane, il y a des petites piques bleues, ce sont des protéines de surface qui sont sur la membrane. Alors, donc, il a besoin d'un organisme vivant, ça peut être une bactérie, une plante ou un animal, pour synthétiser ces protéines, pour son énergie, et pour les molécules aussi qui vont lui permettre de se reproduire. Voilà. Sur la suivante. Alors, il y a des virus de différents types. C'est toujours emprunté à Christian Vélo. Donc, au niveau du matériel génétique, ça peut être soit de l'ADN, ce qu'on a en haut, soit, alors je ne vais pas vous les lister tous parce que c'est des noms scientifiques, c'est pas tellement intéressant de savoir ça, soit de l'ARN. Alors, par exemple, les virus à l'ARN, on a des virus polio. Et dans chaque catégorie, ils peuvent être soit enveloppés, soit nus. Par exemple, le virus polio, il est nu. Et dans les virus ARN, les virus enveloppés, on a les fameux coronavirus. Et puis aussi les virus de la grippe, qui sont des virus donc avec une membrane. Voilà, la diapo suivante. Alors, contre ces virus, comme contre d'autres pathogènes, on a élaboré des vaccins. Et donc, depuis le début de l'histoire de la vaccinologie, qui est une science vraiment très empirique, on a surtout pris en compte les anticorps pour élaborer ces vaccins. C'est-à-dire on a cherché à faire fabriquer des anticorps aux vaccinés pour lutter contre les maladies. Et là, c'est un schéma de l'OMS où on voit juste des anticorps. Les anticorps, c'est les petits Y là, qui sont à droite et qui vont se fixer sur les virus. Alors par exemple, il y a un virus de la rougeole, un virus de la varicelle. Voilà. Donc ils sont spécifiques de chaque virus. Et on a oublié un petit peu les cellules T, enfin l'immunité cellulaire, parce que c'est beaucoup plus compliqué à étudier, c'est beaucoup plus compliqué à...
Enfin, voilà, donc on l'a laissé de côté, quoi. C'est un peu dommage parce que ça participe aussi à la défense contre les maladies. Et donc, comme vous l'a dit Geneviève, ce qui est important pour les coronavirus, c'est que ce sont des virus respiratoires, donc ils sont à porte d'entrée nasale, ils rentrent par le nez. Et là, dans le nez, on a beaucoup de facteurs d'immunité innés qui sont vraiment essentiels. On a des petits poils, on a des cellules, on a du mucus, et ça, c'est important. Et ça, c'est complètement squeezé par les vaccins, puisque les vaccins, on va les injecter dans le muscle, donc on ne va pas du tout tenir compte de ça. Voilà. Et ça, c'est important aussi de se rappeler qu'on a une immunité innée qui est importante. La diapo suivante. Alors, au niveau historique, donc, les premiers vaccins, c'était des virus vivants atténués, c'est-à-dire c'était très empirique. Par exemple, pour la variole, on prenait du pus de varioleux, on le laissait sécher dans un coin, et ensuite, plusieurs fois, on le mélangeait à tout un tas de choses, et puis voilà, on supposait, enfin, on arrivait à une espèce d'atténuation, c'est-à-dire quand on le réinjectait, quand on faisait de nouveau une scarification de la peau, et bien la personne n'avait pas la variole, mais elle avait soit pas de maladie, soit une maladie très atténuée. C'est ce qu'on appelle un virus vivant atténué. Donc ça date du XVIIIe siècle, puis même avant, puisque c'était déjà pratiqué en Chine et en Afrique. Et donc on est passé de ce virus vivant atténué, on est arrivé à un antigène protéique unique, c'est-à-dire une protéine du virus qu'on va isoler. Et puis, maintenant, on en est à cette protéine, eh bien, c'est le vacciné qui va la fabriquer à partir du gène de cette protéine qu'on va lui injecter dans le muscle. Donc on est très loin du pathogène vivant et de la voie d'entrée naturelle. Et surtout, par exemple, pour les virus respiratoires, on est très loin de l'entrée par les voies respiratoires. La suivante. Alors, par rapport aux anticorps, juste un petit mot sur le fait que, sur un sujet que j'ai beaucoup étudié, c'est la facilitation et l'aggravation des maladies par les anticorps, ce qui est vraiment contre-intuitif, puisque au départ, on pense, enfin, et toujours on pense que les anticorps sont faits, entre guillemets, faits pour nous protéger. Eh bien non, parfois, et même de plus en plus souvent, on s'en aperçoit, ils sont capables de faciliter et d'aggraver les maladies. Alors c'est un problème compliqué à comprendre, mais en tout cas, c'est tout à fait démontré et c'est tout à fait admis, en particulier pour les coronavirus. Et ça explique, par exemple, les réinfections graves au virus de la dengue. La dengue, donc une maladie qui est transmise par un moustique. Et donc, l'occurrence de la dengue est plus élevée et plus grave chez les personnes vaccinées, parce qu'elles ont des anticorps qui vont faciliter et aggraver l'infection. Et donc, ça semble contredire la théorie immunologique, mais c'est ce qui se passe réellement. Donc, il ne faut pas oublier que parfois les anticorps qu'on fait produire aux vaccinés, ou même qui sont produits juste avec une infection virale, eh bien, ils peuvent être dangereux au lieu d'être bénéfiques. Sur la suivante. Alors, les différents types de vaccins, donc c'est toujours pareil, ce que je vous ai dit. Hein. On a des virus vivants atténués. Ensuite, on a essayé de faire des virus inactivés, c'est-à-dire avec des produits chimiques. On les tue, mais on les laisse entiers avec toutes leurs protéines de surface pour stimuler la production d'anticorps. Ensuite, on a fait des pseudo-virus, c'est-à-dire des espèces de particules avec des membranes artificielles. On a utilisé des virus vecteurs, c'est-à-dire dans lesquels on a mis une partie du génome de l'antigène qu'on voulait faire produire. Et on a utilisé aussi des virus, des protéines recombinantes, c'est-à-dire on a isolé une protéine du virus de surface et on l'a reproduite en laboratoire. Et c'est ça qu'on injecte aux vaccinés. Par exemple, pour la grippe, c'est ça qu'on injecte, c'est des protéines du virus de la grippe. Et puis donc maintenant les vaccins génétiques qui sont les vaccins à ADN et à ARN. La diapo suivante. Alors plus spécifiquement pour les vaccins Covid, alors il n'y a pas eu de virus atténués, il y a eu des virus inactivés dans toutes les sortes de vaccins qui ont été produits. Hein. Il y a eu des virus, des vaccins à vecteur viral, donc un autre virus qui n'est pas capable de se multiplier, mais qui va porter le génome d'un antigène du virus de coronavirus.
Il y a eu des vaccins à sous-unité protéique, donc avec des protéines du virus qu'on injecte aux vaccinés, et puis les vaccins génétiques, donc les vaccins à ADN et à ARN. Sur la diapo suivante, alors ça c'est toujours emprunté à Christian Vélo, donc les virus inactivés, donc ça, ils ont été utilisés surtout en Chine. Donc le problème, ça existe aussi pour d'autres maladies, hein, pour la grippe. L'inconvénient de ces virus inactivés, c'est qu'ils provoquent une réponse immunitaire faible. Donc il faut faire plusieurs injections et il faut ajouter des adjuvants pour augmenter l'effet immunogène. Sur la suivante, alors quels sont les vaccins inactivés qui ont été utilisés pour la Covid? Il y avait donc les vaccins chinois, Sinopharm, Sinovac, indiens, Covaxin, donc ils ont été quand même beaucoup injectés à un grand nombre de populations. Hein. Et puis en France, il y a eu le Valneva, qui a fait une toute petite carrière, hein, qui n'a pas vraiment démarré. C'est aussi un virus, un vaccin à virus inactivé. Ensuite, voilà. Donc ensuite, on a eu des vaccins recombinants, c'est-à-dire là, on fabrique en laboratoire une protéine du virus et on va l'injecter au vacciné. C'est par exemple le vaccin hépatite, il est sur ce principe-là. Donc la suivante, qu'est-ce qu'on a eu comme vaccin recombinant contre la Covid? On a eu surtout le Novavax, donc qui est arrivé jusqu'en France aussi. Sanofi avait commencé à en fabriquer un, mais il n'a pas été au bout. Et aussi à Cuba, il y a eu un vaccin, mais qui était donc réservé pour les Cubains. Voilà. Ensuite, et alors on arrive au vaccin génétique. Donc là, ça consiste à délivrer dans les cellules de la personne à vacciner une partie du matériel génétique du virus, codant pour sa protéine de surface, donc la fameuse protéine spike, hein, qui forme des petites spicules et qui donne au virus son aspect de couronne, puisque ça fait un petit rond avec des pics dessus. Voilà. Donc les cellules de l'hôte prennent ce matériel génétique à leur propre compte pour le décoder et fabriquer elles-mêmes la protéine virale antigénique. Donc en fait, le vacciné, il est un peu le sous-traitant du fabricant de vaccins, puisqu'on lui donne le matériau pour fabriquer l'antigène vaccinal, mais lui, il travaille finalement pour le fabricant de vaccins avant de travailler pour lui. Et donc, pour introduire ce matériel génétique, il faut des vecteurs, et ce sont ce qu'on appelle des nanoparticules lipidiques qui vont encapsuler l'ARN à injecter. Ou alors, comme vecteur, on avait aussi des virus désarmés, c'est-à-dire qu'ils sont plus capables de se multiplier et qui sont capables de transporter le matériel génétique. Et sur la diapo suivante, donc ça, c'était les virus à ADN. Donc on avait pris un morceau du génome du virus coronavirus et on l'avait mis dans l'ADN d'un virus à ADN. La diapo suivante. Et là, on a eu des vaccins qui ont été commercialisés. On a eu en Europe AstraZeneca et Janssen. Et aussi en Russie, il y avait le fameux Sputnik. Voilà. Donc ça c'est bien arrivé au bout de la phase de commercialisation. Alors, ça c'est une diapo de Christian Vélo, il a beaucoup parlé de ça parce que c'est un peu sa spécialité, du risque de recombinaison. Alors ça veut dire qu'on a une partie de l'ARN d'un virus qu'on peut rencontrer, d'un virus naturel qu'on peut rencontrer, qui peut se recombiner avec l'ARN vaccinal. C'est-à-dire il peut y avoir un mélange des deux, et ça peut donner naissance à une espèce de chimère que vous voyez en bas, avec des petites bandes bleues, des petites bandes bleues claires, et ça peut donc donner théoriquement naissance à des virus nouveaux, donc on ne va pas connaître le pouvoir pathogène. Voilà. Donc on va un peu dans l'inconnu. Et donc, pour finir avec les vaccins génétiques, donc ceux qui ont été le plus injectés chez nous en Europe et dans les pays à haut revenu, ce sont les vaccins génétiques à ARN et à nanoparticules lipidiques. Donc en anglais, c'est LNP, Lipid Nanoparticles. Donc ça sert, ces nanoparticules, elles ressemblent beaucoup à des membranes naturelles, parce qu'elles sont formées aussi de lipides. Elles englobent le matériel génétique, l'ARN synthétique qu'on a reconstitué, et on injecte tout ça aux vaccinés. Voilà. Alors là, vous connaissez les vaccins, on en a beaucoup entendu parler, donc c'est Pfizer et Moderna. Et puis, alors il y a aussi un vaccin qui avait commencé à être fabriqué
En Allemagne, CureVac, alors là j'ai vu hier que CureVac vient d'être acheté par BioNTech. BioNTech, c'est l'associé de Pfizer qui a fabriqué le fameux Pfizer. Voilà. Donc finalement, il n'y a eu que 2 vaccins génétiques à ARN, Pfizer et Moderna. Alors, c'est juste pour vous rappeler que finalement, on ne peut pas dire que c'est vraiment des vaccins, parce qu'il y a pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que on va plutôt dire que c'est un pro-vaccin, puisque normalement, un vaccin, on vous injecte un pathogène ou une partie du pathogène. Là, c'est même pas ça qu'on vous injecte, c'est le code génétique. Donc, ils sont inactifs pharmacologiquement, ces codes génétiques. S'ils ne sont pas traduits en protéines, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas donner d'immunité à la personne, voilà, faire fabriquer d'anticorps. Alors, maintenant, on va entrer dans la fabrication des ARN. C'est pareil, on va survoler pour que vous voyez que, en fait, il y a beaucoup d'étapes qui sont toutes nouvelles et qui ne sont pas du tout maîtrisées encore. Donc, je vous rappelle, le virus, il a en surface une petite protéine de surface, donc c'est l'espèce de petite chose qui dépasse de la membrane. On isole son génome, enfin le gène de cette protéine, et l'ARN qui contient l'instruction pour la fabriquer, donc c'est la protéine spike, il va être injecté dans des nanoparticules, et ça c'est le discours officiel. Il est censé pénétrer dans le muscle. La cellule musculaire, elle est censée produire la spike, qui est reconnue comme étrangère par le système immunitaire, et qui va fabriquer des anticorps. Donc ce qu'on voit à droite, les petits triangles, les petits Y bleus. Voilà, ça c'est le discours officiel. L'ARN, il va dans le muscle, il disparaît très vite, mais il a quand même le temps de faire fabriquer la spike, et ce qui fait fabriquer des anticorps. Voilà, ça c'est le principe. Alors il y a déjà un problème, c'est que selon la pharmacopée européenne, eh bien, les vaccins pour usage humain, c'est la définition, sont des préparations qui contiennent des antigènes capables d'induire une immunité active et spécifique contre un agent infectieux. Donc là, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'antigène dans ce vaccin. Donc déjà, il y a une contradiction avec la pharmacopée qui n'a pas été modifiée pour ces nouveaux vaccins génétiques. Alors, donc, et comme je l'ai publié donc, dans International Journal of Molecular Science, donc, ces vaccins génétiques, en fait, quand on dit vaccin, on parle toujours avec des guillemets, parce qu'ils auraient dû être réglementés comme des produits de thérapie génique. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des thérapies, mais ça veut dire qu'ils correspondent exactement à la définition d'un produit de thérapie génique, c'est-à-dire des ARN encapsulés dans des nanoparticules. Et c'est la définition de l'Agence européenne du médicament, de la FDA, de la Société américaine de thérapie génique. Même Pfizer et Moderna pensaient vraiment très peu avant la commercialisation qu'ils allaient être réglementés comme des produits de thérapie génique et pas comme des vaccins, parce que c'est exactement des produits de thérapie génique. Bon, c'est aussi la définition du Téléthon, l'INSERM, enfin voilà. Parce qu'on m'a beaucoup critiqué, enfin, les gens qui sont dans la doxa et qui nous attaquent sur les réseaux sociaux disent « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas des produits de thérapie génique. » Oui, ils ont été réglementés comme des vaccins. Mais en fait, ce sont des produits de thérapie génique. C'est-à-dire que si vous avez la même molécule, avec évidemment enfin, le même produit, mais qui va faire fabriquer autre chose qu'un antigène vaccinal, eh ben, il va être réglementé comme thérapie génique. Par exemple, très récemment, il y a quelques jours, j'ai vu une publication sur un nouveau produit de thérapie génique qui a été développé pour un seul bébé qui est né avec une déficience enzymatique. Et il y a toute une équipe de chercheurs qui a essayé de fabriquer un ARN pour une thérapie génique pour le soigner. Et c'est exactement la formulation des vaccins ARN, c'est-à-dire c'est les mêmes nanoparticules lipidiques avec les mêmes composants. L'ARN, il a été fabriqué de la même manière, avec les mêmes modifications par rapport à l'ARN naturel, mais là, ça s'appelle un produit de thérapie génique. Donc, ils l'ont injecté, ils ont fait les essais cliniques juste pour un bébé, et quand il a eu 7 mois, ils lui ont injecté ce produit. Alors, ils disent qu'il va mieux. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de recul, hein, parce que, voilà. Bon, ça, c'était juste les références pour vous montrer que, voilà, on peut passer, voilà, que c'était vraiment une thérapie génique. Alors là, j'ai juste mis en plus
la déclaration en 2021 d'un cadre dirigeant de Bayer, donc une société pharmaceutique, qui s'est exprimé à un sommet en 2021. Donc, il a dit « Les vaccins ARN sont des thérapies cellulaires ou géniques ». Et il a dit que si nous avions interrogé le public il y a 2 ans, donc là c'était en 2021, donc si on avait demandé aux gens en 2029 s'ils étaient prêts à se faire injecter une thérapie génique, bah, ils auraient dit non à 95%. Mais grâce à la commercialisation des ARN anti-Covid, eh bien maintenant, les gens, ils peuvent plus dire non parce que la majorité se sont déjà fait injecter une thérapie génique. Donc voilà, c'était en fait une ouverture. Alors, les étapes de fabrication, là, elles sont toutes rassemblées. On va passer une par une, mais rapidement. Hein, n'ayez pas peur, ça ne va pas être trop technique. Voilà, sur la suivante. Donc déjà, au début, donc, on va synthétiser un ARN synthétique. Hein. C'est pas un ARN qu'on récupère dans le virus. On le fabrique complètement. Et il ressemble à un ARN naturel. Il mime un ARN naturel avec toutes ces petites particularités qui sont notées là, une cape en 5', enfin bon, UTR en 5', UTR, voilà. Il ressemble exactement. Et puis surtout, il a une queue, ce qu'on appelle une queue polia, qui lui permet de le stabiliser et d'augmenter sa durée de vie. Donc déjà, il est déjà quand même transformé par rapport à un ARN naturel. La diapo suivante. Alors, ensuite, il va être retransformé en ADN. Il va être inséré dans un plasmide bactérien. Un plasmide bactérien, c'est de l'ADN sous forme circulaire, qui est aussi construit au laboratoire. La diapo suivante. Ensuite, ce plasmide, il va être multiplié en grande quantité par les bactéries, donc toujours au laboratoire. Il va être retransformé en ARN par des enzymes bactériennes, toujours au laboratoire. Et ensuite, il va être purifié par différentes techniques de laboratoire. Et ensuite, il va être mélangé avec des lipides qui sont synthétiques et dont quelques-uns sont même des nouveaux excipients assez toxiques qu'on n'avait jamais utilisés chez les humains. Et ces lipides, quand on les mélange ensemble avec de l'ARN, spontanément, ils vont former des nanoparticules, c'est-à-dire ils vont s'assembler en une espèce de petite vésicule qui vont englober l'ARN. Voilà. Et ensuite, il va falloir juste filtrer et, pour débarrasser des impuretés, des solvants, et mettre ça en flacon. Alors tout ça, c'est beaucoup d'étapes qui sont toutes nouvelles, puisque c'est la première fois qu'on fabrique pour des milliards de personnes ces produits géniques, et donc qui ont été effectués par différents sous-traitants et qui sont très mal maîtrisés et qui vont subir des contaminations, des erreurs de fabrication. Donc déjà, comme on va faire fabriquer au vacciné une protéine spike qui est toxique. Donc déjà, on sait à l'avance qu'il va y avoir un problème avec ces vaccins, parce que la principale toxicité du virus de la Covid, du virus SARS-CoV-2, elle est due à sa protéine spike de surface. On va en dire quelques mots après. Voilà. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est un peu un sujet tabou. C'est-à-dire, on ne peut pas trop parler de la toxicité de la protéine spike, bien que, par exemple, Jean-Marc Sabatier en ait parlé dès début 2020. Et maintenant, il y a des tonnes de publications là-dessus qui montrent que c'est une protéine toxique, parce qu'en fait, les autorités ne veulent pas reconnaître qu'elles font fabriquer aux vaccinés un produit toxique, une protéine toxique. Alors déjà, il y a ce problème-là. Ensuite, il y a des inconnus sur la quantification de l'ARN, on va voir, et surtout de la spike produite, puisque on va injecter le génome aux vaccinés. Mais ça dépend du métabolisme des personnes. Combien vont-elles fabriquer d'antigènes? Normalement, pour un médicament, pour un vaccin, on doit avoir une quantité très précise de produits injectés ou administrés. Pour un médicament, on ne peut pas s'amuser à faire varier les doses. Par exemple, vous avez entendu parler du lévothyrox, des problèmes sur la thyroïde. Dès qu'on fait varier les doses, ça crée des problèmes. Et bien là, le problème, c'est que c'est le vacciné qui va fabriquer l'antigène vaccinal, mais en quelle quantité? On ne sait pas. Par exemple, chez des personnes très âgées qui ont un métabolisme assez ralenti, peut-être qu'elles ne vont pas en fabriquer. Et puis des personnes très jeunes qui sont en pleine forme, elles vont fabriquer beaucoup. Et cet antigène, il est toxique. Donc voilà, là, il y a vraiment déjà un gros problème. Après, il y a le problème de la biodistribution. Alors d'après le discours officiel,
Ça reste dans le muscle et ça disparaît rapidement. Bon, maintenant, on le savait déjà avant, mais on l'a beaucoup vérifié par des milliers de publications. Ça persiste, l'ARN persiste, il va dans tout le corps. Et la protéine spike, elle persiste aussi, elle peut être fabriquée pendant très longtemps. Donc ça, c'est vraiment un problème. On va pas du tout maîtriser ce qui se passe une fois que c'est injecté, on ne maîtrise plus rien. Et le problème du shading aussi, alors sur lequel j'ai travaillé aussi en 2022, c'est-à-dire l'excrétion vaccinale. Ça, elle était anticipée, elle a été vérifiée, c'est-à-dire que c'est des produits de thérapie génique. Il peut y avoir, comme c'est distribué partout et que ça passe partout, et donc dans tous les fluides, la sueur, sans doute le sperme, les expectorations, ça peut passer d'un vacciné à un non vacciné. Ça, c'était déjà en question avant, et puis là, ça a été vérifié, et en fait, tout ce qu'on sait de l'état de la science, ça montre que c'est tout à fait possible. Et il y a même eu maintenant des médecins qui travaillent sur les personnes qui sont victimes des effets du shading, de l'excrétion vaccinale, c'est-à-dire qui n'ont pas été vaccinés, mais qui subissent les effets indésirables du vaccin par contact avec des vaccinés. Et alors, encore un autre problème de ces produits, c'est qu'il y a une grosse contamination par de l'ADN dans ces vaccins ARN. Vous avez vu que pour les fabriquer, on part d'un plasmide ADN. Eh bien, c'est très mal purifié parce que ça coûterait très cher de purifier des milliards de doses, donc il en reste beaucoup et en quantité tout à fait hétérogène, différente d'un lot à l'autre. Donc c'est vraiment... tout ça est incontrôlable. C'est un peu la roulette russe quand on se fait vacciner parce qu'on ne sait pas quelle quantité d'ADN contaminant il y aura. La suivante. Bon, alors après, ça, c'est un peu technique. L'ARN, il est complètement modifié par rapport à un ARN naturel, c'est-à-dire que ce qu'on appelle... il est formé de bases nucléotidiques, dont certaines bases s'appellent des uridines. Eh bien, toutes les bases uridines, elles ont été transformées en méthylpseudouridine, à 100%. Et ça n'existe pas dans la nature. Dans la nature, il y a des ARN où il y a quelques uridines qui sont transformées en pseudo-uridines, mais pas jamais 100%. Ensuite, la protéine spike, elle est modifiée par rapport à la protéine du virus. C'est pas la vraie protéine. Elle est stabilisée. Elle a des mutations qui la stabilisent, la rendent encore plus stable et donc certainement plus toxique. Et donc, comme je vous ai dit, il y a des grandes quantités d'ADN contaminants. Alors, l'intérêt de cette pseudo-uridine, eh ben, c'est qu'en fait, elle va empêcher la dégradation. Parce que ce que veulent les fabricants, comme toujours, c'est faire fabriquer beaucoup d'anticorps aux vaccinés. Donc, ils veulent avant tout que l'ARN qu'ils injectent, ben, il soit stable pour qu'il ait le temps de fabriquer de la protéine spike. Et donc, pour augmenter la durée de vie et pour protéger des enzymes du corps, eh bien, on a mis cette méthylpseudo-uridine. Mais le problème, c'est qu'elle va... on l'a mise aussi parce qu'elle va diminuer la réponse immunitaire innée. Parce que si on avait mis l'ARN, un ARN viral, eh bien le corps l'aurait reconnu en tant que substance étrangère et l'aurait détruit tout de suite. Donc avec cette pseudo-uridine, ben, ça diminue la réponse innée et en fait, il n'est pas détruit. Et puis ça augmente aussi la fabrication de protéines spike. Et donc, du coup, le danger de cette pseudo-uridine, eh bien, c'est que comme ça diminue la réponse immunitaire innée, eh bien, ça va diminuer la réponse immunitaire aussi aux autres infections et au cancer. Donc, ça va en quelque sorte réduire la réponse immunitaire chez les vaccinés. Et c'est ce qu'on remarque. Voilà. Alors, sur la spike, bon, donc, je vous l'ai dit, elle est toxique. Donc, la spike du virus, elle est toxique. Donc, elle est pro-inflammatoire, elle provoque beaucoup d'inflammation, elle est thrombogène, donc elle provoque des caillots. Amyloïdes, c'est-à-dire, bon, ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais des choses qui peuvent être un peu comme des maladies de la vache folle. La spike du vaccin, elle est encore plus stable que la spike virale. Bon, la pseudo-uridine, elle va provoquer des problèmes de traduction, c'est-à-dire qu'on va avoir des protéines qui ne sont pas la spike, qu'on voulait faire fabriquer. On va faire fabriquer d'autres protéines, mais de manière inattendue, incontrôlable. Voilà. Et la spike qu'on fait fabriquer aussi, comme elle n'est pas naturelle et que l'ARN n'est pas naturel, elle peut se replier
de manière différente de la SPAC naturelle, et ça peut provoquer aussi d'autres maladies, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie de la vache folle. Alors ça, il y a aussi un problème inhérent à toutes les thérapies géniques, c'est-à-dire on fait fabriquer une protéine étrangère qui va être exprimée à la surface des cellules du corps. Et comme elle est étrangère, eh bien, c'est toute la cellule qui va être reconnue comme un corps étranger, qui va être détruite, et donc ça peut conduire à des destructions d'organes par le système immunitaire, une autodestruction. Alors, la toxicité de la SPAC, donc, comme je vous l'ai dit, elle a été connue dès 2020, même dès avant, puisqu'il y avait eu un premier coronavirus en 2003, mais Jean-Marc Sabatier l'a redémontré dès 2020, puis ça a été confirmé depuis. Bon, ça, c'est des publications de 2020, voilà. Donc, elle va surtout interagir avec le système rénine-angiotensine par l'intermédiaire de son récepteur ACE2. Et ce système, il régule de nombreuses voies métaboliques. Et rien que l'interaction de la spike, donc du virus ou du vaccin avec ce système, eh bien, ça peut expliquer les effets de l'infection par le virus et aussi les effets du vaccin. Ce qui explique qu'en fait, on retrouve les mêmes effets indésirables du vaccin par rapport aux effets pathogènes du virus. C'est-à-dire des troubles neurologiques, des AVC, des hépatites, des maladies gastro-intestinales, des maladies pulmonaires, des dommages sur les organes reproducteurs qui peuvent entraîner la perte de la fécondité, des diabètes, des maladies du pancréas, des cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies auto-immunes. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que la spike du virus et du vaccin, elle passe dans le cerveau, elle pénètre dans le cerveau. On sait qu'elle endommage les vaisseaux sanguins de nombreux organes. Et on sait aussi qu'elle, comme souvent dans les vaccinations et dans les infections virales, les protéines du virus, elles ressemblent à des protéines du corps humain. Donc quand on va fabriquer des anticorps, on va attaquer les protéines du virus, mais aussi des protéines du corps humain, et ça va provoquer des maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes sont souvent la conséquence d'une infection virale ou d'une vaccination à cause de ce phénomène. Alors, les fameuses nanoparticules lipidiques, donc, qui sont formées avec des produits, des lipides synthétiques, elles sont aussi toxiques. Et ça, c'était connu, par exemple, dans un brevet de Moderna de 2017, c'était déjà connu. Alors là, je vous ai mis le nom de ces fameux lipides toxiques, AL0315, AL0159. Bon, on savait déjà que ça allait provoquer des coagulopathies, c'est-à-dire des thromboses. C'était déjà connu depuis au moins 2017. Alors, comme je vous ai dit, le problème, c'est qu'on ne peut pas, avec tous ces vaccins génétiques, on ne peut pas quantifier le principe actif du vaccin, c'est-à-dire l'antigène vaccinal, puisque c'est le vacciné qui le fabrique et ça dépend de son métabolisme. Et ça n'a pas été pris en compte pendant les essais, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout essayé chez les participants aux essais cliniques, ils n'ont pas essayé de doser la spike. Ils ne sont pas du tout préoccupés de ça. Ils se sont juste préoccupés de savoir s'il y avait des anticorps. Voilà. Combien les gens fabriquaient de spike, on ne sait pas. Alors, il y a aussi le problème de la dose injectée, puisque déjà dans les essais cliniques, enfin dans les essais précliniques, l'Agence européenne du médicament avait noté qu'il y avait une hétérogénéité dans les lots de vaccins, c'est-à-dire il y avait des différentes quantités d'ARN dans chaque lot. Et ensuite, alors l'Agence européenne, elle a modifié, c'est simple, elle a modifié son règlement pour pouvoir s'adapter aux fabricants, hein, puisque normalement, pour tout médicament humain, on doit avoir une pureté au minimum 95%. Donc on doit avoir 5% d'impureté. Et bien là, l'Agence européenne du médicament, elle est descendue à 50%. Donc elle a permis qu'il y ait 50% d'impureté. Et encore, on ne sait pas trop, suivant les lots, s'il n'y a pas plus. Voilà. Et les impuretés, on ne sait pas ce que c'est. Alors, au niveau de la biodistribution, ben, c'est pareil. On savait déjà à l'avance, puisqu'il y a un scientifique qui s'appelle Peter Cullis, qui est cofondateur de la société qui fabrique les nanoparticules, qui travaille depuis 27 ans sur ces produits-là, et qui savait très bien que le problème, c'est la biodistribution incontrôlée, puisqu'on avait déjà testé ces produits contre des cancers. Et on avait déjà remarqué depuis 10 ou 20 ans que le problème, c'était qu'on n'arrivait pas à cibler les cellules cancéreuses, ça allait partout. Donc c'était déjà quelque chose de connu, comme il dit, depuis 40 ans. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les ARN anti-cancer, ça ne marche pas, quoi. Et pourtant, ils sont en train de les développer. Alors,
on savait déjà aussi, quand on a fait les essais précliniques chez les animaux, donc chez les rats, chez les singes, que ça allait partout, en particulier le rate, le cœur, les reins, les poumons, le cerveau, les glandes surrénales, les ovaires, les yeux, le pancréas, l'hypophyse aussi. C'est la glande qui chapeaute toutes les fonctions endocrines, toutes les hormones. Et ça, c'est dangereux aussi, entre autres. Les testicules, l'utérus, enfin voilà, tout ça, on savait que ça... Et la moelle osseuse aussi, l'endroit où on fabrique les cellules du sang. On savait déjà que ça allait là. Et ça a été vérifié par des études qui ont été faites après commercialisation chez les animaux. C'est-à-dire on a testé les animaux après avoir injecté à des milliards d'humains. Et maintenant, on sait que ça passe le placenta aussi. Ça va dans le placenta, c'est-à-dire quand on vaccine une femme enceinte, ça va dans le placenta et ça peut atteindre le fœtus aussi. Alors, donc, et ça a été retrouvé après commercialisation par des équipes indépendantes qui ont retrouvé l'ARN et la spike pendant des années, jusqu'à des années, chez des vaccinés. Donc, par exemple, chez des personnes qui souffrent de myocardite, on a retrouvé la spike dans le cœur, dans les cellules du cœur. On l'a retrouvé dans le cerveau et dans les ménages. Voilà, jusqu'à 245 jours chez des personnes qui souffrent de Covid long, ce qu'on appelle Covid long, mais en fait, c'est souvent des effets du vaccin. Alors, ça existe, les Covid longs, chez des personnes non vaccinées, hein, puisque le virus peut donner les Covid longs. Mais c'est quand même chez des personnes qui n'ont pas été soignées. C'est des personnes qui ont été soignées, il n'y a pas de Covid long. Enfin, Geneviève me confirmera, mais après discussion avec beaucoup de médecins, il n'y a pas de Covid long. C'est chez des personnes qui n'ont pas été soignées, ou le plus souvent des personnes vaccinées, et en fait, c'est des effets du vaccin. Alors là, ça a été montré aussi que ça passe dans le lait maternel. Il y a plusieurs publications. Au moins pendant la première semaine, si on vaccine une femme qui est allaitante, pendant la première semaine, il y a des risques de passage chez le bébé. Et il y a des effets bizarres chez le bébé allaités qui ont été remarqués et notifiés par les agences de régulation. La FDA a même reconnu que ça passait dans le lait. Et donc, il aurait quand même fallu étudier ça avant d'injecter ça à des femmes. Alors je vous rappelle que dans les essais cliniques, les femmes qui subissaient l'essai clinique devaient faire une contraception. Les hommes aussi devaient s'abstenir d'engendrer, donc ils savaient qu'il y avait des problèmes. Et surtout quand par malheur, elles tombaient enceintes, alors que ce n'était pas prévu qu'elles avaient été vaccinées, elles avaient un suivi spécial par le fabricant. Mais on n'a pas trop les résultats de ça. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, le fait que la spike toxique, elle appartienne aussi bien au virus qu'au vaccin, on va avoir les mêmes effets indésirables. Alors, ce qu'on appelle les Covid longs, en gros, c'est un syndrome de fatigue chronique. Ça peut s'appeler aussi encéphalomyélite myalgique. Et par exemple, au Danemark, où 80% de la population est vaccinée, eh bien, une étude a été publiée qui montre qu'il y a jusqu'à 25% des gens qui souffrent de Covid long. Alors, est-ce que c'est des Covid dus à l'infection ou au vaccin? Voilà, je vous laisse deviner. Alors, en plus de cette fatigue chronique, on note souvent des troubles cognitifs avec un brouillard cérébral. Souvent, les personnes se plaignent de ça. De la tachycardie, des problèmes cardiovasculaires, des sensations de brûlure et de névralgie généralisée, des symptômes cutanés aussi, avec des ecchymoses, des œdèmes, des éruptions cutanées, alors des séquelles pulmonaires, cardiovasculaires, gastro-intestinales, des désordres de la coagulation avec des thromboses, des maladies rénales, des diabètes, des troubles musculo-squelettiques. Et ce qu'il faut noter, c'est que les troubles sont en général plus fréquents et plus intenses chez les personnes qui sont vaccinées. Et ça augmente avec le nombre de vaccins reçus. Voilà. Alors, donc, alors là, c'est spécifique aux thérapies géniques. Si ces produits avaient été réglementés comme des thérapies géniques, ce qu'ils auraient dû être réglementés, on aurait dû suivre en priorité des effets indésirables qui ne sont pas spécialement suivis pour les vaccins, mais qui sont suivis et qui sont connus pour les thérapies géniques. Alors, les cancers, on sait qu'ils apparaissent après produits de thérapie génique, les maladies neurologiques, les maladies auto-immunes ou rhumatologiques, des maladies hématologiques et des infections. Et comme par hasard,
toutes ces maladies sont signalées après les vaccins ARN, dans des publications scientifiques revues par les pairs. Il y a énormément de cas, et il y a même des revues qui commencent à dire que, voilà, globalement, on observe une augmentation de telles maladies chez les vaccinés. Mais c'est quand même assez sanctionné, assez invisibilisé. Alors, on va faire juste un focus sur les cancers, parce que là, pour l'instant, c'est encore nié par les autorités, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'effets indésirables qui ont été reconnus par les agences de régulation, hein, comme la NSM en France, etc. Mais les cancers, c'est pas reconnu. C'est-à-dire, si quelqu'un notifie un cancer comme effet indésirable, il ne va pas être pris en compte, parce que pour l'instant, ils ne veulent pas. Alors que, étant donné que ces vaccins sont des thérapies géniques, on sait que ça provoque des cancers, hein. Donc, il y a plusieurs équipes internationales qui ont trouvé déjà de grandes quantités d'ADN, comme je vous ai dit, contaminants et supérieurs aux limites autorisées. Donc, on peut dire que ces vaccins ARN financent aussi des vaccins ADN. Et donc, il y a un risque de génotoxicité, d'intégration dans le génome, donc de cancer, et d'intégration aussi dans la lignée germinale, c'est-à-dire dans les ovules, dans les ovaires, dans les ovules et les spermatozoïdes. Et donc, une toxicité pour la reproduction et le développement. Et juste pour dire que j'ai recherché la réglementation de l'Agence européenne du médicament pour les vaccins vétérinaires à ADN. Alors là, je vous rappelle, on est dans les vaccins ARN, mais comme il y a des grandes quantités d'ADN contaminants, on peut dire que c'est des vaccins ADN. Et l'Agence européenne du médicament, elle demande de rechercher l'intégration dans le génome. C'est-à-dire, est-ce que c'est capable de s'intégrer dans le génome du vacciné, de l'animal vacciné? Et elle demande aussi de suivre les tumeurs chez les animaux vaccinés. Mais là, pour les vaccins ARN, ils n'ont pas demandé, ils l'ont oublié. Voilà, donc finalement, les animaux sont mieux traités que les hommes. Voilà. Bon, ça, c'est toutes les équipes internationales qui ont montré qu'il y avait de l'ADN contaminé en grande quantité, dont il y avait l'équipe tchèque, il y a les Américains, il y a le professeur Raoult aussi, il y a les équipes allemandes et tout. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est bien publié. Alors il y a aussi les équipes américaines, puis ensuite ça a été vérifié, qui ont trouvé dans le plasmide bactérien, qui est contaminant, une petite partie qui est un morceau du génome d'un virus oncogène, c'est-à-dire un virus qui est capable de provoquer des cancers. C'est une partie, c'est le promoteur du SV40. Et donc, il est capable de favoriser l'intégration dans le noyau et de favoriser des cancers. Alors tout ça, ça a été, en plus, c'est quand même une fraude, parce que ça a été masqué, dissimulé par Pfizer, qui n'a pas publié, qui n'a pas fait connaître aux agences du médicament, et ça a été retrouvé par des chercheurs indépendants, et les agences du médicament ont fini par le reconnaître, mais elles ne s'en étaient pas aperçues qu'il y avait ce petit morceau de virus oncogène dedans. Et ça, c'est vraiment dangereux. Voilà, la suivante. Alors, pour montrer que ça a des effets sur les cancers, par exemple, il y a cette étude sur les dépenses de traitement de cancer aux États-Unis qui ont explosé à partir de juin 2022. Là, on voit l'augmentation, vraiment, c'est importante à partir de juin 2022. Ensuite, voilà. Il y a aussi un article qui a été publié par des Japonais dans une grande revue qui s'appelle Cureus, mais qui a été ensuite rétracté, c'est-à-dire retiré par l'éditeur, mais sans justification scientifique, parce que là, ça allait trop loin. C'est un tabou qu'on ne peut pas dépasser, de montrer qu'en fait, il y a d'augmentation de mortalité par cancer au Japon depuis les injections, enfin depuis, après, il y a un retard, évidemment, il faut un temps de latence pour que la maladie se manifeste, et particulièrement, ceux qui augmentent, la mortalité qui augmente le plus, c'est la mortalité par cancer des ovaires et par leucémie. Mais il y a aussi des cancers de l'utérus, du pancréas, du foie, de la prostate, de la peau, du pharynx. Voilà. Et donc, les taux de mortalité ont augmenté entre 2021 et 2022 et ils continuent encore à augmenter. Et aussi, ce qui a été montré, c'est que dans une étude qui a suivi des vaccinés Pfizer et Moderna, on a montré qu'il y avait une augmentation d'un antigène qui est augmenté naturellement dans les cancers des testicules. Chez toutes les personnes qui sont vaccinées avec le Pfizer, où se trouve cette petite partie de virus oncogène SV40, il y a une augmentation d'un antigène qui marque le cancer chez toutes les vaccinés. Ça ne veut pas dire qu'ils font tous un cancer, mais il y a quelque chose qui se passe dans le génome.
Par contre, ceux qui ont été vaccinés avec Moderna, où il n'y a pas cette petite partie de virus oncogène, eh bien, ils n'ont pas cette augmentation. Donc voilà, c'est quand même, ça pose problème, quoi. Alors, il y a aussi plein de rapports de cas de lymphome post-vaccinal, avec même une revue qui a montré que c'est plus souvent après des vaccins ARN, 94%, hein, et que presque la moitié des cas arrivent dans les 30 jours après le vaccin. Donc c'est très rapide. Bon, il y a de nombreux rapports de cas, donc j'ai listé ici, en particulier, voilà, le cas d'un professeur d'immunologie qui a publié en 2022 une progression rapide d'un lymphome après un rappel Pfizer. Mais d'après les données qu'il a publiées, on peut deviner qu'en fait, son lymphome, il est apparu après la première injection et qu'ensuite, il a été réactivé par la deuxième injection. Voilà. Donc, c'est un professeur d'immunologie qui était pour le vaccin et qui a lui-même souffert de cet effet indésirable. Voilà. Alors, ça, c'était donc pour les cancers. Ça semble bien provoquer des cancers, malheureusement, comme on pouvait s'y attendre en tant que vaccin génique, contre polythérapie génique. Et alors aussi un focus sur la fertilité, puisque je vous ai rappelé que ça cible les organes reproducteurs, hein, les ovaires, les testicules, l'utérus. Et par exemple, ici, ce sont les statistiques de l'INSEE, où on voit les courbes du nombre de naissances en fonction des années. Alors, on voit qu'il y a la courbe rouge, c'est la courbe 2021. Au début de l'année, il y avait vraiment très peu de naissances, parce qu'en fait, c'était l'effet de sidération du premier confinement en mars 2020. Les gens sont restés enfermés chez eux, ils étaient tétanisés, et ils n'ont pas du tout conçu d'enfants, parce qu'ils avaient peur. Par contre, après, c'est remonté à la fin de l'année, et donc après, ça remonte en 2021. Vous voyez que la courbe rouge de 2021, elle est au-dessus des autres. Par contre, après, ça descend, surtout à partir de 2022, 2023, et là, en bas, vous avez la courbe en beige de 2025. Elle est toute en bas, c'est-à-dire qu'il y a toute l'année moins de 1800 naissances par an. Et ça fait des dizaines d'années qu'on n'avait pas vu des chiffres aussi bas. C'est vraiment très, très bas, quoi. Et cette chute, elle s'accentue. Alors, il y a plusieurs publications de démographes, des démographes autrichiens et allemands, qui montrent que ça se retrouve dans tous les pays à haut revenu, c'est-à-dire tous les pays qui ont été vaccinés avec de l'ARN. C'est-à-dire, là, on voit des petits creux après les confinements. Bon, c'est décalé, hein. Ils ont mis les dates 9 mois après pour qu'on voit que ça correspond bien. Donc, il y a un creux après les confinements de mars 2020. Après, ça remonte parce que les gens ont été moins terrorisés, moins angoissés. Ils ont refait des bébés. Et puis, ça reste un peu stable. Et puis, à partir du moment de la vaccination, ça chute. Voilà. Alors, ça chute pas pareil dans tous les pays. Par exemple, au Portugal, il y a un truc bizarre qui se produit, c'est qu'à partir de la vaccination, ça remonte. Mais c'est le seul pays. Et personne ne sait pourquoi. C'est incompréhensible, voilà. Alors, ça, c'est une autre publication de d'autres démographes qui ont repris tous les pays. Et c'est le petit schéma pour la France. Alors, on voit que... Alors, c'est des petits points. Eux, ils ont lissé la courbe avec des traits. Mais en fait, si on regarde bien les petits points, on voit qu'il y a une chute, pareil, au début de 2021. C'est les enfants qui n'ont pas été conçus pendant les confinements. Puis après, ça remonte, parce que les gens se mettent à faire des enfants. Et puis, juste au moment du début des vaccinations, c'est-à-dire avril-mai 2021, quand les femmes enceintes, quand on a annoncé qu'on pouvait vacciner les femmes enceintes, là, il y a une chute très rapide. Et on suppose que c'est une augmentation des morts-nés. Et ça a été confirmé par d'autres publications qui sont venues après. Voilà. Et ensuite, il y a une diminution à partir de 2022 et une chute vraiment importante. Alors eux, les démographes, ils expliquent ça en disant que les femmes qui ont fait confiance au gouvernement en se faisant vacciner, mais elles n'ont pas eu confiance que c'était vraiment qu'il y avait une bonne innocuité sur les femmes enceintes. Donc en fait, elles se sont fait vacciner, mais elles ont attendu d'avoir le bébé. Enfin bon, c'est un peu bizarre comme explication. Voilà. En tout cas, parce qu'il n'y a pas de rattrapage après. Hein, si elles n'avaient pas... Si elles s'étaient fait vacciner en sachant que c'était dangereux pour une grossesse et que donc elles avaient reporté leur grossesse après, ce qui est un peu bizarre, parce que soit vous faites confiance et vous dites je me fais vacciner, il n'y a pas de problème, je fais mon bébé, soit vous avez un doute et vous ne vous faites pas vacciner. Là, eux, ils prétendent qu'elles se sont fait vacciner, mais elles ont attendu l'année d'après pour avoir un bébé. Non, c'est pas ça.
là, il y a une publication des épidémiologistes officiels français. Bon, je ne vous l'ai pas mis parce que je l'ai trouvé il y a un jour ou deux, qui montre que, en fait, en France, les femmes qui voulaient procréer, en fait, elles se sont pas fait vacciner. Elles ont pas fait confiance au gouvernement. Et ensuite, par contre, celles qui n'envisageaient pas une grossesse, elles se sont fait vacciner. Et c'est ce qui doit expliquer le fait qu'à partir de 2022, de fin 2022, c'est là qu'on voit une chute de la natalité en France, vraiment une chute énorme. Parce que celles qui se sont fait vacciner en 2021 et qui ont voulu ensuite avoir des enfants, ben, souvent elles n'y arrivent pas. Parce que ça, le vaccin ARN, je vous dis, il atteint les organes reproducteurs, il peut être toxique et on suppose que c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est la toxicité sur les organes reproducteurs. Donc il y a vraiment un problème de conception. Et après, les femmes qui se sont fait vacciner alors qu'elles étaient enceintes en 2021, on a une chute, enfin, on a une augmentation des morts-nés à ce moment-là. Donc, il y a aussi une toxicité sur les fœtus. Voilà. Il y a un problème sur la conception, parce que je crois que je vous l'ai mis après. Oui, bon, alors voilà. Alors, eux, ils expliquent ça aussi par le changement climatique. C'est la tarte à la crème, hein, ça explique tout. Ça explique la baisse des naissances. Bon, bah, évidemment, c'est pas ça. Alors, il y a des démographes allemands qui montrent aussi qu'il y a une corrélation entre l'augmentation des morts-nés et l'augmentation des décès, toutes causes en Allemagne qui se produisent à partir de 2021. Vous voyez, la courbe rouge, elle dépasse ce qu'on attendait d'une augmentation des décès. Évidemment, il y a toujours une augmentation des décès parce que la population vieillit. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui décèdent. Mais ça a dépassé ce qu'on attendait. Et il y a vraiment aussi... C'est corrélé avec une augmentation des morts-nés. Donc ça, c'est des démographes allemands qui l'ont montré. Donc ça, c'est juste l'excès de mortalité en bas des morts-nés à partir de l'année 2021. Bon, donc ça, on a vu que j'ai fait un focus sur les effets indésirables de ces vaccins, sur les cancers, la baisse de la fertilité et les maladies auto-immunes chez les enfants, par exemple, parce que ça, c'est quand même grave, quoi. Des chercheurs israéliens ont montré à leurs dépens, en fait, ils voulaient tout faire pour ne pas le montrer, mais ils ont quand même montré qu'il y avait augmentation des maladies auto-immunes chez les enfants, alors qu'ils ont pris les données jusqu'à juin 2021, alors que les enfants de moins de 12 ans en Israël, ils sont fait vacciner après juin 2021. Ils ont mélangé tout ça en bloc les données entre 1 et 21 ans, et malgré tous ces artifices qu'ils ont utilisés pour masquer le phénomène, ils ont dû quand même reconnaître qu'il y avait augmentation des maladies auto-immunes dues au vaccin, parce que l'infection Covid, elle n'augmente pas le risque de maladie auto-immune, puisque avant la vaccination, il y a des enfants qui ont fait la Covid, bon, pas beaucoup, mais ils n'ont pas eu de maladie auto-immune. Par contre, chez les vaccinés, oui. Et voilà. Alors, pour ce qui est des autres, là, je vais bientôt finir, parce que là, sinon, je vais parler trop longtemps. Alors, pour ce qui est de l'état actuel des ARN, eh bien, il faut parler des ARN auto-amplifiés, c'est-à-dire ça, c'est encore l'étape au-dessus, c'est-à-dire les fabricants, en fait, pour faire des économies, eh bien, au lieu de vous injecter, par exemple, 30 microgrammes ou 100 microgrammes d'ARN, ils vont fabriquer un ARN qui est encore plus artificiel que l'autre, puisqu'il va posséder un gène qui va lui permettre de se reproduire dans votre corps. Donc ils vont avoir à injecter 3 ou 5 microgrammes, c'est-à-dire des quantités beaucoup plus faibles, et c'est encore vous qui allez faire le sous-traitant. Alors en deux étapes de sous-traitance. Vous allez fabriquer l'ARN, et ensuite vous allez fabriquer la spike. Voilà. Donc c'est encore plus incontrôlable, puisqu'on ne sait plus du tout combien de doses va circuler dans le corps. Donc il y a aussi un danger de recombinaison, parce que pour que l'ARN se réplique, et on lui ajoute un gène viral qui pourrait donner naissance à des virus chimères, coronavirus, alphavirus. Alphavirus, c'est le virus de départ duquel on prend ce gène viral. Voilà. Tout ça c'est hyper dangereux, et c'est pas du tout... C'est un risque théorique, alors qui a été un peu
ça produit quelques virus chimères. Alors très peu, mais quand on injecte des milliards de personnes, bah, ça peut se produire. Voilà. Alors juste avant, il y avait quelque chose que je n'avais pas dit à la fin. Non, mais c'est bon, voilà, c'est bon. Donc, alors, ces ARN auto-amplifiés, ils sont déjà utilisés chez les animaux. Alors, vous avez entendu parler de la vaccination des canards contre la grippe. Alors là, c'est pas contre le coronavirus, hein. Mais les canards en France, on est le seul pays où on oblige à vacciner tous les canards de plus de 250 élevages, des élevages de plus de 250 animaux, avec un vaccin contre la grippe. Il y a un vaccin classique, Boehringer, et puis il y a un vaccin auto-amplifié. Et les éleveurs, souvent, ils ne savent même pas avec quel vaccin on a vacciné leurs canards. Et le problème, c'est que ce vaccin ARN, il va partout dans le canard. Et si on mange de la viande pas très cuite, comme du magret de canard, eh bien, il se peut très bien qu'il y ait de l'ARN dedans et qu'il soit ingéré et qu'il soit protégé par des vésicules lipidiques dans l'intestin et qu'il soit intégré. Alors là, c'est possible théoriquement que par une personne qui mange du canard vacciné contre la grippe avec de l'ARN, eh bien, il fabrique les antigènes du virus de la grippe. Bon, c'est moins grave que la spike parce que c'est moins toxique, mais c'est quand même... ça aurait dû être étudié avant quand même. Voilà. Et ça n'a pas été étudié du tout, quoi. Alors aussi, juste avant, sur les animaux aux États-Unis, déjà, il y a des vaccins ARN auto-amplifiés pour les chiens et les chats, pour la grippe et la leucémie, et puis chez les porcs. C'est Merck qui fait ça. Et alors tout ça, la publicité, elle est vraiment très elle est très bien faite parce qu'on s'en aperçoit pas, quoi. Par exemple, pour les porcs, il faut vraiment aller chercher au fond du site pour voir que c'est un vaccin ARN auto-amplifié. Voilà. Voilà la suivante. Donc, et alors pour les humains, il y a déjà un vaccin ARN auto-amplifié contre la Covid qui est autorisé en Europe, aux États-Unis, au Japon, et qui est déjà commercialisé au Japon, qui a déjà été injecté depuis fin 2024 et qui a déjà donné plein d'effets indésirables, encore pires que les vaccins ARN non auto-amplifiés. Voilà. Et ils ont fait des études chez l'animal après la commercialisation. Par exemple, ils les ont faites en Ouganda, un essai de phase 1 chez 42 personnes. Et sur ces 42 personnes, il y a eu 39 effets indésirables graves. Donc c'est quand même énorme. C'est des personnes en bonne santé. Et principalement, les effets indésirables, ça a été hématologique et des thrombopénies, c'est-à-dire des chutes de plaquettes. Et les chutes de plaquettes, on sait que ça se produit avec les vaccins Covid. Mais le fabricant, il a dit, c'est pas un problème, c'est pas dû au vaccin, alors que c'est dû au vaccin Covid, on le sait. Voilà. Enfin, ces vaccins ARN auto-amplifiés, c'est vraiment plus toxique que les ARN. Et c'est encore plus toxique chez les sujets qui ont eu la Covid. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait l'infection avant. Quand on les vaccine avec ça, ils ont encore plus d'effets indésirables et c'est encore plus grave. Et pourquoi ils se jettent sur ces vaccins et pourquoi ils les ont fait en Ouganda? Parce que je pense que ça va être réservé vraiment plutôt aux pays pauvres, parce que, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus rentable pour les fabricants. Là, ils ont monté des usines ARN en Afrique, et je pense qu'ils vont commencer à faire fabriquer ça pour les pays pauvres. Alors, parce qu'en effet, il y a d'énormes enjeux financiers. Il y a des milliards qui ont été investis dans tout ce qui est ARN. Alors, ce n'est pas seulement les cancers, mais, les vaccins, mais c'est aussi les thérapies anticancéreuses qu'ils appellent vaccins, parce que ce n'est pas des vaccins. Hein. Quand on a le cancer et qu'on essaie de soigner, ça serait une thérapie. Mais ils mettent le mot vaccin parce que tout ce qui est vaccin, c'est censé ne pas poser de problème. Voilà. Et aussi les maladies rares, comme je vous ai dit tout à l'heure, des bébés qui ont des déficits enzymatiques à la naissance, eh bien, on peut essayer de les traiter avec ça. Alors là, on peut dire, d'un point de vue éthique, ça se discute parce que c'est un bébé qui, de toute façon, il va mourir. Bon. Mais est-ce que ça vaut le coup de lui faire subir une vie peut-être courte et sous forme de gibier d'hôpital? Voilà. Et ça se discute quand même. Voilà. Et en plus, avec des effets indésirables qui sont pas anodins, hein, puisqu'il peut faire des cancers aussi. Voilà. Bon, voilà. Donc, on va juste revenir en arrière. Voilà, donc par exemple, Sanofi, ils ont beaucoup investi en France, un centre de recherche et une usine qui va fabriquer des vaccins. Et donc, des vaccins contre la septicémie, la bronchiolite du nourrisson, le pneumocoque, la grippe, la fièvre jaune, tout ça. Et c'est prêt à fabriquer des millions de doses. Et donc ça explique sans doute la tiédeur
des décisions prises par l'équipe Kennedy, parce que Kennedy, quand même, il est tout à fait au courant de ça. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, ils nous l'ont dit, ils sont encore plus attaqués parce que les fabricants de vaccins ne peuvent pas admettre qu'on réduise leurs profits comme ça. Donc ça pourrait expliquer qu'ils ont autorisé le vaccin Moderna contre la Covid là, pour l'automne, qui s'appelle Next Spike. Et alors, Next, ça veut dire, en latin, ça veut dire mort subite grave, quoi. Donc c'est vraiment, mais souvent quand ils choisissent les noms de produits, en fait, ils sont très cyniques. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nom du Gardasil, le vaccin contre le papillomavirus. Ça fait penser à garder à l'asile, quoi, parce que ça, voilà, et c'est pas anodin. Hein. Quand ils choisissent les noms des médicaments ou des vaccins, ils y réfléchissent longtemps. Et là, tout le monde a remarqué que Next, ça veut dire mort subite, quoi. Alors ça veut dire, ça peut vouloir dire aussi, ça peut être aussi une abréviation de Next en anglais. On peut dire ça, mais ça a double sens, hein, voilà. Et en novembre 2024, donc avant l'arrivée de Kennedy au ministère de la Santé, il y a eu une procédure de fast track, c'est-à-dire accélérée, de développement d'un vaccin auto-amplifié contre la grippe pour les humains. Donc, et ça, c'est toujours en cours. Ils l'ont pas arrêté pour l'instant. Kennedy n'a pas réussi à l'arrêter. Donc, c'est délicat. Hein. Par contre, ils ont quand même annulé avec Moderna un contrat de 766 millions de dollars pour la grippe aviaire. Ça a été annulé. Voilà. Et ils ont recommandé les vaccins Covid de la rentrée, enfin juste pour les personnes de plus de 60 ans et les personnes à risque. Ils ont arrêté de les recommander pour les enfants et les femmes enceintes. Voilà juste ce qu'ils ont pu faire. Voilà. Mais c'est pas rien, parce que voilà, quand c'est pas recommandé ni aux femmes enceintes ni aux enfants, ça supprime ça redonne la responsabilité financière et juridique aux fabricants. Donc voilà, c'est quand même pas anodin. Mais ils n'ont pas pu aller plus loin. Alors, je vous en ai déjà parlé de la biodistribution, donc du problème du shading. Voilà, c'était juste pour en reparler. Il faut pas oublier ce problème de contamination des non-vaccinés par les vaccinés. Et donc, à l'avenir, il faudrait vraiment se pencher sur tous ces produits géniques et leur faire subir les contrôles qui sont exigés pour les produits de thérapie génique et pas les considérer comme vaccins, puisque le fait de les considérer comme vaccins, ça a éliminé tous ces contrôles. On n'a pas fait tous ces contrôles sur l'excrétion vaccinale, sur la toxicité sur la reproduction, sur les cancers, les maladies auto-immunes et tout ça. On n'a pas fait ça. Voilà. Donc surtout que ces ARN thérapeutiques, donc les produits de thérapie génique, quand ils sont injectés, c'est à des personnes qui ont des maladies graves ou des cancers. Donc, à la limite, on peut admettre qu'il y ait des risques. Mais quand on injecte un vaccin génique à des milliards de gens qui sont en bonne santé, en particulier à des enfants, là, on devrait avoir zéro risque d'effet indésirable, alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc voilà, ça se discute beaucoup. Alors, après, on va peut-être passer à des questions. Sinon, j'avais juste 2 mots à vous dire sur les suites, sur les actualités un peu des thérapies et de la prophylaxie des maladies infectieuses. Mais bon, on va peut-être, si vous avez des questions, on va peut-être...